Combien coûte la future Toyota BZ4X 2023? Pourquoi futur? Parce que le véhicule qui est ici, c'est un modèle prototype, un véhicule de pré-production. On l'a d'ailleurs identifié ainsi. Pourquoi? Ce véhicule-là a fait la tournée des salons de l'auto. Ça explique d'ailleurs les nombreuses égratignures qu'on va retrouver dessus. Il y a probablement 50 000 personnes qui ont ouvert et fermé les portières de ce véhicule-là. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas dire qu'au niveau de la conduite, on sent que ce véhicule-là a été abîmé ou affecté. Mais effectivement, il y a des petits dommages un peu partout, comme tous les véhicules qui se retrouvent dans les salons de l'auto et qui sont là pour faire connaître le nouveau modèle au public. Alors, le véhicule qui est ici, évidemment, c'est le premier véhicule électrique de masse de Toyota. Et je dis de masse parce que depuis 1997 et à quelques reprises, on a fabriqué des versions 100% électriques du RAV4, oui, le RAV4, qu'on a commercialisé uniquement du côté du marché californien. Il y a même des versions qui ont été fabriquées à l'usine canadienne pour être exporté du côté de la Californie, dont on n'a pas pu bénéficier malheureusement. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas commercialisé ces modèles-là chez nous, mais évidemment, autre époque, autre mœurs. Sauf que là, Toyota devait arriver avec un véhicule 100% électrique. C'est d'ailleurs un véhicule de conformité. Ça prenait un véhicule 100% électrique chez ce constructeur qui n'a jamais voulu pousser la production des véhicules électriques de façon sérieuse parce que le nerf de la guerre chez Toyota, on le sait, c'est l'hybride, une technologie qu'on maîtrise depuis maintenant 25 ans, qu'on vend énormément. La plupart des modèles vendus par Toyota sont maintenant offerts avec de la technologie hybride et on veut continuer de pousser dans cette direction, sauf que ça prenait un véhicule électrique. Et pour ce faire, on s'est joint à Subaru qui propose également le même véhicule baptisé Solterra du côté de Subaru, à la différence que Subaru ne propose qu'une version à 4 roues motrices, tandis que Toyota propose aussi une version à roues motrices avant, ce qu'on a ici. Un avantage par rapport à d'autres véhicules concurrents, pensez à la Ioniq 5, pensez à la Kia EV6, qui ont des versions à 2 roues motrices, mais propulsées, ce qui est peut-être moins un avantage chez nous durant la saison froide. Alors, ce n'est pas la première fois que Subaru et Toyota s'associent pour développer des véhicules. On le sait, depuis une dizaine d'années déjà, on propose du côté Toyota une 86 qu'on a déjà vendue sous le nom de Scion FRS, tandis que Subaru propose la BRZ, deux voitures parfaitement identiques avec des emblèmes différentes. Et les deux voitures connaissent du succès. Ça sera la même chose du côté de la BZ4X et du Solterra, sauf qu'ici, on a beaucoup plus un produit Toyota qu'un produit Subaru. On sait qu'avec la BRZ et la 86, c'est un développement très conjoint. Tout ce qui s'appelle design, aménagement intérieur, ça provient de chez Toyota, mais tout ce qui s'appelle mécanique, ça provient de chez Subaru. Ici, le seul véritable apport de Subaru, lorsqu'on y pense comme il faut, c'est le système X-Mode, donc le rouage intégral qui est offert en option, que Subaru a développé parce que c'est l'expertise du constructeur. Mais sinon, on a vraiment l'impression d'un produit 100% Toyota, tant au niveau design, qui, je vous l'accorde, est peut-être un peu discutable, qu'au niveau de l'habitacle intérieur, les commandes, tout l'aménagement intérieur, c'est typiquement Toyota. D'ailleurs, le véhicule est fabriqué dans une usine Toyota où on fabrique aussi la Mirai, voiture à hydrogène, usine qui avait aussi servi à la fabrication de la splendide Lexus LFA, qui a été fabriquée à quelques centaines d'unités seulement. C'est une voiture très, très rare. Alors, on ne peut pas dire que ce soit aussi exaltant qu'une LFA. Évidemment, c'est pas du tout la même vocation, mais c'est un véhicule fabriqué au Japon dans une usine de Toyota qui a visiblement été développé principalement par le constructeur Toyota. Fait intéressant, c'est un véhicule qui sera vendu au Canada que dans 2 provinces, le Québec et la Colombie-Britannique. Vous aurez compris pourquoi. Parce que les crédits gouvernementaux applicables dans ces 2 provinces-là sont plus avantageux parce qu'il y a une plus grande clientèle qui s'intéresse à des véhicules électrifiés dans ces 2 provinces-là et probablement parce que Toyota sera limité dans les quantités qu'on va offrir. Déjà, on sait qu'il y a plus de 18 mois d'attente pour mettre la main sur un de ces véhicules-là et ce n'est même pas arrivé sur le marché encore. En fait, ça le sera d'ici peu. Le véhicule devrait toucher le sol chez les concessionnaires à la fin juin de cette année, donc 2022, comme modèle 2023.
BZ4X, oui, je vous l'accorde, un nom à coucher dehors, ça signifie Beyond Zero à 4 roues motrices. Et chez Toyota, on a cette tendance d'utiliser le chiffre 4 sur plusieurs des noms de modèles qu'on propose, même s'il existe des versions à 2 roues motrices. Ce fut le cas pour le 4Runner, c'est également le cas en ce moment pour le RAV4, qui est disponible en version à 2 roues motrices. Et c'est aussi le cas pour le BZ4X, qui est disponible en version à 2 roues motrices et qui, pour moi, est peut-être le modèle le plus intéressant, celui qui offre le rapport équipement-prix le plus alléchant. On y reviendra un peu plus tard. En attendant, il y a 4 versions de disponibles chez Toyota, plus que du côté de chez Subaru, où on propose uniquement des modèles à 4 roues motrices. Modèle L de base, modèle LE, c'est ce qu'on a ici. On ajoute à ce modèle-là, évidemment, plusieurs équipements, dont cet écran de 12,3 pouces qu'on retrouve au centre de la planche de bord, siège et volant chauffant, un système de chauffage radiant sous la planche de bord pour conducteurs et passagers. C'est très intéressant comme option. Bref, on s'est organisé pour que la clientèle s'intéresse davantage au deuxième modèle de la gamme et qu'on ne vende pas trop de modèles d'entrée de gamme, ce qu'on veut pas nécessairement pousser tant que ça. Ensuite, viennent les versions à 4 roues motrices XLE et XLE Technologie. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ne propose que des modèles à 4 roues motrices luxueux. Pas possible d'avoir une version à 4 roues motrices d'entrée de gamme, mais il n'est pas non plus possible d'avoir une version à traction bien équipée, comme c'est le cas du côté du marché américain. Stratégie qui est un peu décevante, mais qui, en même temps, s'arrime à celle de Hyundai, qui propose une Hyundai Ioniq 5, dont la gamme de modèles et la liste des équipements et des groupes autopropulseurs se comparent à ce qu'on va retrouver ici. Alors, si vous voulez un modèle à 4 roues motrices, il faudra aller dans un modèle XLE ou XLE Technologie qui, lui, offre la totale, mais à un prix beaucoup plus élevé, alors que les modèles d'entrée de gamme, évidemment, à partir de 44 990 $ pour qu'ils soient tous éligibles aux crédits gouvernementaux, ce sont des modèles à 2 roues motrices. Sur le plan technique, maintenant, Toyota propose ici une structure qu'on appelle ETNGA, qu'on utilisera sans doute pour d'autres futurs véhicules électrifiés de la grande famille Toyota, mais c'est une plateforme authentiquement Toyota et qui n'a pas été développée conjointement avec Subaru. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des produits Lexus, des produits Toyota du futur qui l'exploitent. Une plateforme qui permet d'accueillir différentes batteries, puisque si vous optez pour un modèle à roue motrice avant, on aura une batterie de 71,4 kWh, une batterie qui est jumelée à un moteur électrique qui fait 201 chevaux de puissance et qui est bonne pour une autonomie de 406 km. C'est du moins ce qu'annonce Toyota. Si vous optez maintenant pour un modèle à rouage intégral, un moteur sur chaque essieu, évidemment sans arbre de transmission, mais là, la batterie est à 72,8 kWh. Elle n'est pas produite par le même fournisseur que celui qui fait la batterie du modèle à roue motrice avant. Alors ça, c'est assez particulier. Mais l'autonomie baisse à 367 km seulement et la puissance, même si on a 2 moteurs électriques, n'est supérieure que de 13 chevaux pour un total de 214. Une solide déception par rapport à Hyundai qui, avec son modèle à rouage intégral, propose 320 chevaux de puissance. Hyundai et Kia, puisqu'on partage la même technologie. Alors ça, c'est vraiment décevant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez recharger le modèle à traction à une vitesse maximale de 150 kW, mais de seulement 100 kW avec le modèle à rouage intégral. Pourquoi? Tout simplement parce que la technologie de la batterie du modèle à rouage intégral n'est pas aussi poussée que ce qu'on va retrouver avec le modèle à roue motrice avant. Donc ça aussi, c'est une déception. Et on le sait, dans les dernières semaines, il y aura eu une annonce qui a été faite par Toyota mentionnant qu'il était difficile, voire impossible dans certaines situations, de recharger le véhicule lorsque la température baisse sous les moins 20 degrés. Il faut faire attention, on ne parle pas de la température extérieure, mais on parle bien de la température de la batterie en soi. Et c'est rare que la batterie va baisser sous les moins 20 degrés, puisque, évidemment, la majorité du temps, lorsque vous allez vous arrêter pour vous recharger, la batterie aura été chercher une certaine température. Mais si c'est le cas, vous risquez d'avoir beaucoup de misère
à recharger votre véhicule à 4 roues motrices en deçà des moins 20 degrés, alors qu'avec un modèle à traction, ça serait pas mal moins pire. Évidemment, le froid a un impact sur la vitesse de recharge d'une batterie, et ça, c'est vrai pour tous les véhicules, mais optez pour un modèle à 4 roues motrices et disons que l'impact sera beaucoup plus important. C'est du moins ce que mentionne Toyota dans son communiqué. Vous pouvez donc en conclure qu'il y a plusieurs petits irritants à choisir le modèle à 4 roues motrices, ce qui, moi, me ferait préférer le modèle à roues motrices avant, du moins dans sa version LE, parce qu'évidemment, si vous optez pour le modèle de base, bien, vous aurez un équipement qui est plus ou moins intéressant, surtout si on le compare à la compétition. Je n'ai pas eu la chance de conduire la version à rouage intégral du Toyota BZ4X et même de la Subaru Solterra jusqu'à maintenant. J'aurai la chance de le faire probablement un peu plus tard durant la saison ou l'hiver prochain, où là, je pourrai vraiment tester l'efficacité du rouage intégral, un système développé par Subaru, inspiré de ce qu'on retrouve sur les modèles à essence. On sait que le constructeur est expert en matière de rouage intégral. On intègre ici la technologie X-Mode, donc ça risque d'être très intéressant. Redistribution de couple sur l'essieu ou sur la roue qui a toujours le plus de traction. Alors, ça risque d'être assez particulier et de distinguer le véhicule en matière d'efficacité hivernale par rapport à certains autres véhicules électriques qui déçoivent un peu à ce niveau-là, il faut peut-être le dire. Maintenant, j'ai pu tester le modèle qui est ici, par contre, sur près de 1000 km. C'est une version LE à roue motrice avant. Et j'ai branché la voiture pour la recharge dans le garage chez moi. Et j'étais étonné de voir que l'autonomie affichée au démarrage du véhicule, lorsque pleinement chargé, était à 434 km. Alors, c'est plus que ce qu'annonce le constructeur, qui annonce 406. Alors ça, c'était intéressant. Maintenant, à la seule activation du chauffage ou de la climatisation, l'autonomie chutait de 22 %, donc à 338 km. Je rappelle qu'il fait 15 ou 16 degrés à l'extérieur par les temps qui courent. Alors, c'était assez décevant de constater ça. Chez Toyota, on m'a répondu que on était conservateur dans ce qu'on affichait à l'écran, mais moi, j'ai voulu faire le test et j'ai donc pris la route pour réaliser ceci. Lorsque vous roulez avec le véhicule sans chauffage ni climatisation durant la saison estivale, ou du moins au printemps, alors que la température est très clémente à l'extérieur, ben vous allez consommer grosso modo entre 14 et 15 kWh par 100 km, ce qui est très raisonnable pour le genre de véhicule dans lequel je me trouve, puisque c'est grosso modo la consommation d'une Chevrolet Bolt. Alors jusque-là, tout va. Mais dès que vous activez le chauffage ou la climatisation, la consommation d'énergie grimpe à 21, voire même 22 kWh. Et là, je peux vous dire que ça devient drôlement moins intéressant parce qu'avec une batterie d'un peu plus de 70 kWh, vous obtenez effectivement un peu plus de 300 km en autonomie. L'été. Alors, qu'est-ce que ça sera durant l'hiver lorsque vous devrez utiliser le système de chauffage de façon plus prononcée, lorsqu'il sera nécessaire ou essentiel? Moi, j'ai l'impression que l'autonomie va chuter drastiquement et ça risque d'être très décevant. Pourtant, le véhicule qu'on a ici est équipé d'un système de thermorégulation et d'une pompe à chaleur. Alors, on s'explique difficilement pourquoi l'autonomie baisse à ce point dès qu'on active le chauffage ou la climatisation en été, mais il n'en demeure pas moins que c'est le constat que j'ai pu faire avec le véhicule dans lequel je me trouve, qui rencontre les normes des véhicules de production. Là, ça a beau être un véhicule prototype, ça rencontre les normes des véhicules de production, sauf peut-être au niveau de la finition du véhicule. Donc, c'est l'élément, moi, qui m'a déçu et j'ai pas nécessairement très hâte de voir ce que ça donnera durant la saison froide. Il en demeure pas moins, par contre, qu'au niveau du comportement, là, j'ai eu une belle surprise. Je m'attendais à un véhicule moins intéressant à conduire. On est habitué à ce que les produits Toyota soient plus aseptisés, que la conduite ne soit pas nécessairement très enivrante. C'est vrai qu'ici, on n'a pas énormément de puissance. Il y a des véhicules électriques qui vont donner plus de puissance que ça. Mais au niveau de la maniabilité, on a un certain avantage. D'abord, c'est un véhicule à traction avec lequel on n'a pratiquement pas d'effet de couple. Alors ça, j'ai bien aimé. Deuxièmement, le fait qu'on a une masse au sol, ça rend le véhicule évidemment un peu plus maniable que d'autres véhicules Toyota, un peu plus intéressant. Et bien que le véhicule soit lourd parce que c'est un véhicule électrique, on est quand même moins lourd que la plupart des véhicules électriques en compétition.
Et ça, c'est un avantage. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas d'avantage au chapitre de la consommation énergétique, là, je viens de vous en parler, mais au niveau du comportement, il y a quand même un certain avantage. On est pratiquement 200 kg plus léger qu'une Hyundai Ioniq 5 équivalente. Alors ça vaut quand même la peine de le savoir. Autre élément intéressant, suspension indépendante aux 4 roues. Donc, ça permet d'avoir une bonne maniabilité, une conduite qui est assez surprenante. C'est pas le véhicule le plus amusant au monde, mais honnêtement, c'est une belle surprise qu'est le comportement de ce véhicule-là. Et j'aime particulièrement le fait qu'on ait un bouton placé sur la console qui permet de conduire le véhicule à une seule pédale pour régénérer de l'énergie en décélération ou lors du freinage. Malheureusement, on ne peut pas régler ce niveau de régénération d'énergie. C'est on ou off, tout simplement, mais au moins on l'a. Il y a des véhicules chez la compétition qui ne l'offrent tout simplement pas. Alors au moins, on a pensé à cette astuce. À bord du BZ4X, on est confortablement installé. Honnêtement, la console, c'est bien pensé. Sur des modèles plus luxueux, vous allez avoir une charge par induction ici même, sous laquelle vous allez avoir un espace de rangement. C'est quand même assez bien pensé. Il y a un espace de rangement sous la console également. La coudoir, position de conduite, ça va. Les sièges, c'est également très confortable. Là où c'est un petit peu particulier, c'est au niveau de l'instrumentation qui se trouve derrière le volant. D'ordinaire, dans un véhicule, vous allez lire l'information de l'instrumentation entre le centre du volant et le cerceau supérieur. Ici, c'est pas le cas parce que l'instrumentation est placée très loin, tout près du pare-brise et on la lit par-dessus le volant, ce qui est un peu contre-intuitif et honnêtement, tout dépendant de votre position de conduite, le cerceau du volant va gêner en partie ce que vous voyez dans l'instrumentation. Donc, ça demande au conducteur de positionner le volant d'une façon peut-être non habituelle. Pourquoi est-ce que Toyota a fait ça comme ça? Il faut savoir que du côté du Japon, le BZ4X propose un volant qui est coupé au niveau de sa partie supérieure. Donc, c'est un volant un peu comme vous allez retrouver dans les Tesla Model S, un volant qui n'a pas de cerceau supérieur, donc qui ne gêne pas pour la visibilité de l'instrumentation. Mais ici, en Amérique du Nord, on vend une voiture avec un volant conventionnel, ce qui est très correct, mais disons qu'il faut s'adapter à cette instrumentation-là. C'est le point qui, moi, m'agace à bord du véhicule. Sinon, je vous dirais que c'est un peu sombre, honnêtement, parce qu'on est dans un modèle LE, donc on n'a pas de pavillon vitré, ce que vous allez obtenir sur une version XLE ou XLE technologie. Donc, et comme il n'y a pas de choix de couleur au niveau de l'habitacle, c'est très sombre, c'est très noir, ça, c'est un peu décevant. Côté visibilité, ça va. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière sur ce véhicule-ci non plus, et je dis non plus parce que c'est le cas de la Kia EV6, c'est le cas de l'Ioniq 5 de Hyundai. On a l'impression que les constructeurs se sont donné le mot pour ne pas mettre d'essuie-glace arrière sur des véhicules électriques, à se demander pourquoi. Remarquez que Toyota a aussi fait cette erreur-là sur la Toyota Corolla Cross de base. On a coupé dans certains équipements qui sont, à mon avis, vitaux, et je pense qu'on devrait tout simplement ramener ça. Un essuie-glace arrière, c'est indispensable. Peut-être un peu moins sur ce véhicule-ci que sur d'autres modèles comme l'Ioniq 5 où la lunette est moins inclinée que dans ce cas-ci, mais en demeure pas moins qu'un essuie-glace arrière, c'est un élément de sécurité et on ne l'a pas. Ce qu'on a ajouté par contre dans le cas de la version LE par rapport au modèle L de base et qui est une belle addition, c'est ce nouvel écran de 12,3 pouces avec une qualité graphique nettement supérieure à ce que vous allez retrouver sur d'autres modèles Toyota qui sont actuellement commercialisés. Pensez à la Corolla, pensez au RAV4, pensez à la Camry. Un système qui intègre évidemment toutes les fonctions qu'on souhaite obtenir. Ça comprend Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, bien sûr. Alors ça, on l'a ici sur cet écran-là. Des touches tactiles pour le système de climatisation qui sont très efficaces. Et sinon, vous allez retrouver à la base de la console les commandes essentielles pour la conduite, notamment ce bouton ici qui va servir à la conduite à une seule pédale et qui vous permet de régénérer de l'énergie en décélération de façon plus agressive. Vous allez l'utiliser parce que on y prend goût à cette fonction-là lorsqu'on conduit le véhicule. Sinon, c'est quand même relativement standard. Et évidemment, si on veut avoir un véhicule plus luxueux, comme je le disais, il faut passer à la version XLE, laquelle va vous offrir une sellerie de simili-cuir, donc qui n'est pas complète. En fait, vous allez avoir du tissu sur les côtés, du simili-cuir au centre. Vous allez avoir sur des modèles un peu plus luxueux, la version XLE Technologie va vous donner notamment
évidemment, système audio JBL de meilleure qualité. Comme je le disais, le pavillon qui est entièrement vitré, sellerie de simili-cuir complète dans la XLE technologie. Donc, on ajoute des équipements comme ça, mais à un certain niveau, bien, ça commence à coûter très cher pour bénéficier de certains gadgets qui, en réalité, ne sont pas si impressionnants que ça. Disons que côté équipement, Hyundai propose plus d'éléments qui impressionnent que Toyota avec le BZ4X. Un véhicule qui est conservateur au niveau de sa présentation intérieure ou du moins de son aménagement et des équipements qu'on y retrouve, bien que ce soit assez particulier qu'on ait cette instrumentation juchée très loin du volant, une planche de bord qui est en partie recouverte de tissu. Bonne chance pour nettoyer ça, ça ne sera pas nécessairement génial. Alors voilà, mais au niveau de l'espace, au niveau du confort, de la position de conduite et des places arrière, ça va. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, l'échelle de prix de ce véhicule-ci est directement comparable avec celle du Ioniq 5 de Hyundai. À preuve, 46 990 à 64 750 $ l'échelle de prix pour le Toyota BZ4X. Évidemment, transport, préparation inclus, avant qu'on applique les crédits gouvernementaux de 12 000 $ taxes incluses, soit 10 437 $ plus taxes. Échelle de prix véritable, 36 553 à 54 313 $. Et dans le cas qui nous concerne, bien, le véhicule, c'est une version LE à roue motrice avant, 41 553 $ plus taxes. C'est le prix véritable pour ce véhicule-ci vendu au Québec. Bon, évidemment, j'ai simulé des mensualités d'achat ou de location avec ce véhicule-ci, en incluant des frais de transport-préparation de 2 000 $ parce qu'au moment d'enregistrer, les prix pour la location, pour le financement n'avaient pas été dévoilés, les taux non plus, mais je me suis basé sur ce qu'on propose avec le Toyota RAV4 Prime, considérant que c'est un véhicule extrêmement convoité et considérant aussi que le véhicule est fabriqué au Japon. Donc, les taux d'intérêt sont quand même assez élevés pour le RAV4 Prime et ça sera probablement la même chose avec ça. Financement 72 mois en incluant les crédits gouvernementaux à un taux de 4,99 %. Vous allez payer 799 $ par mois, taxes incluses, crédits gouvernementaux inclus. Vous décidez de le louer. Là, ça devient intéressant parce qu'évidemment, on applique le plein crédit de 12 000 $ taxes incluses sur la location 48 mois. Donc, ça serait 574 $ taxes incluses par mois, crédit inclus. Après quoi, vous rachèteriez le véhicule pour un peu plus de 23 000 $ la valeur résiduelle. Alors, ça devient intéressant aussi parce qu'il est clair que ces véhicules-là vont garder leur valeur. J'ai hâte de voir, par contre, comment ça va vieillir parce que, on le sait, l'autonomie, c'est un peu décevant lorsqu'on active le chauffage, la climatisation. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça donnera au niveau du rendement hivernal et on ne sait pas si ce véhicule-là est à ce point intéressant par rapport à la compétition. Il faudra le laisser vieillir un peu. Je vous avoue que c'est la première fois depuis quelques années que j'observe un produit Toyota et que j'ai une hésitation quant à la qualité du produit qu'on propose. Il faudra le laisser vieillir, il faudra voir ce que ce véhicule-là est capable de nous offrir hiver comme été comme rendement en termes d'autonomie, comme rendement énergétique aussi. Pour le moment, je ne suis pas convaincu. Il n'y a en fait que lorsque vous roulez sans chauffage ni climatisation que ce véhicule-là impressionne au niveau de l'autonomie. Et vous aurez compris que ça arrive 2-3 jours par année seulement. C'est rare qu'on utilise ni le chauffage ni la climatisation, encore moins les accessoires qu'on retrouve à bord, comme le chauffage radiant, que Toyota a pris la peine de développer pour intégrer dans ce véhicule-là et qui est une belle addition, mais évidemment qui va puiser un peu d'énergie de la batterie, vous l'aurez compris.